Bonjour et bienvenue dans cette Tech présentée par Magic Corporation. Moi c'est Samuel, votre serviteur pour cette vidéo. On va tenter d'analyser aujourd'hui donc une carte de Bloomborough en format Commander pour vous expliquer un petit peu déjà ce qu'est le Commander et pour prendre quelque chose de récent on a choisi donc sur Bloomborough et ce qu'est le Commander de façon générale et ensuite spécifiquement ce que ça signifie pour notre commandant sélection. Donc déjà, le commandant en question, Helga. Donc si vous l'avez vu, elle est très sympa. Sinon, c'est une petite grenouille druide pour 3 mana, vert, blanc, bleu. Et elle va avoir plein de petites capacités qu'on va détailler dans un instant. Déjà, on va se fixer sur ce coup de mana. Le coup de mana, il est de 3. Et c'est déjà intéressant dans la réflexion de construction. Puisqu'on a un commandant qu'on va pouvoir forcer à sortir plus tôt qu'au tour 3 avec tout ce qu'il existe dans Magic qu'on va pouvoir jouer tour 1 pour accélérer sa sortie. Et c'est ce qu'on va vouloir faire avec ce commandant spécifiquement puisque on veut profiter de ses capacités au plus vite. Elle fait du mana, elle permet de piocher, donc on va vouloir le faire très vite. Donc tour 1, on va focus déjà sur tout ce qu'on connaît de Magic, dans nos couleurs qui vont nous permettre de faire effectivement un mana pour le tour suivant, un mana de plus. Donc ça va être tous les équivalents de elfe de Llanowar, donc un elfe qui va coûter 1 mana, donc on va le poser au tour 1, et qui sert à faire du mana, donc il fait lui-même du mana. Donc au tour 2, on va profiter de son mana, du premier terrain qu'on a posé et du second terrain qu'on aura posé au second tour pour jouer Helga un tour plus tôt. Donc des elfes de Llanowar, donc il y a celui-ci, il y a Mystic Elf, elfe de la Charmille, elfe cordelien, Wador, oiseau de paradis, exploration qui sera un pseudo équivalent, on va pouvoir jouer un terrain de plus à chaque tour, donc techniquement c'est un peu la même chose. Belarna Bassine qui va faire du plan contrairement à la plupart des autres. Et ensuite on a des dérivés. Alors l'anneau solaire au tour 1 va pas nous aider forcément à jouer notre commandant, mais c'est une carte du commandeur, donc on va la jouer dans tous les cas, ça accélère d'autres choses dans la partie. Et Zénith de Versoleil. Alors on pourrait se poser la question pourquoi le Zénith? Pour aller chercher un elfe, c'est pas très fort, puisqu'au tour 1 ça ne marche pas. Et bien le Zénith va chercher un terrain, une seule créature en fait, qui existe dans Magic. C'est un terrain et une créature, et elle est verte. Et donc son CC va être 0. Donc ça va nous faire un Zénith au tour 1. Donc à X égale 0 pour ceux qui ne connaissent pas le Zénith, j'ai oublié de rappeler. Donc Zénith de Versoleil, pour X et un vert en rituel, on va chercher une créature verte dans notre bibliothèque, on la met directement sur le champ de bataille. La condition c'est que la créature ait un coût de mana égal à X, égal ou inférieur. Donc avec X égale 0, il y a une seule créature dans Magic qu'on peut aller chercher, c'est Charmille Dryad. Donc c'est un terrain créature donc qu'on va pouvoir chercher, il est bien vert, c'est spécifié sur la carte, et donc ça répond aux critères de Zénith. Donc au tour 1, un terrain supplémentaire grâce à Zénith, donc ça en est un de plus au final qu'on peut rajouter. Donc ça en fait un total de 10 accélérateurs au tour 1, donc sur 100 cartes, sur 99. Bah, ça va vraiment permettre de maximiser nos chances d'avoir Helga au tour 2. Donc ensuite on est en train de parler de commandeur, et on a déjà parlé de l'anneau solaire. C'est bien de spécifier aussi le commandeur de façon générale, il y a des cartes qui vont rentrer automatiquement dans les listes. Donc l'anneau solaire en est un, le cachet d'ésotérisme dès lors qu'on joue plus d'une couleur, c'est déjà intéressant. La tour de commandement, pareil. Après il y a des cartes que moi j'affectionne, ça va être simulacre solennel, dès lors qu'on veut ramper, et en plus on va voir que le simulacre s'intègre aussi à la synergie avec Helga. Donc c'est très bien. Le simulacre va chercher un terrain, donc ça fixe. C'est un color de base, donc c'est plutôt pas mal quand on joue multicolore et qu'on est un petit peu bloqué sur nos couleurs. Et ça permet de piocher quand ça meurt, donc ce sera en plus de ça un bon bloqueur, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite pareil, dans le commandeur de façon générale, dès lors qu'on cherche à protéger son commandant, on va jouer très facilement des jambières éclairs, des bottes de pied d'agile et tous ces équivalents qui permettent qu'il ne soit pas géré trop vite, qu'on ait quand même le temps de profiter de son général. Donc ça c'est pour les cartes du commandant de façon globale, on va dire. Ensuite, on joue du vert, on joue du blanc, on joue du bleu, on va se pousser un petit peu vers ces couleurs-là justement, qu'est-ce qu'elles font? Le vert a beaucoup de facilité à ramper, donc ce qu'on appelle ramper c'est s'accélérer en termes de mana, c'est aller chercher plus de terrain ou faire du mana un petit peu comme les elfes dont on a parlé au tour 1, qui sont déjà de ce qu'on appelle de la rampe.
et donc ramper, mais de façon peut-être plus solide, en allant chercher des terrains. Moi je pense surtout à ça quand quand on parle de ramper. Donc on va trouver une nouvelle fois plein de cartes qui vont faire ça dans le deck. Je pense déjà ceux à 2 mana. Alors ça va pas forcément nous aider à la caster plus tôt, mais à la lancer plus tôt. Mais malgré tout, c'est une rampe intéressante pour la suite. Ça a plusieurs effets d'aller chercher des terrains dans sa bibliothèque. Le premier, c'est bien sûr de les mettre sur la table, donc on s'accélère. Le deuxième, c'est de vider sa bibliothèque. Mathématiquement, c'est très intéressant. Je lance un sort, je vais chercher une carte dans ma bibliothèque. J'ai techniquement retiré 2 cartes de ma bibliothèque. Mathématiquement, on aura plus de chances par la suite de piocher autre chose qu'un terrain, des cartes plus actives, plus intéressantes. Donc à 2 mana, je pense à Sapiens Naturaliste et 3 visites qui ont la particularité de ne pouvoir aller chercher qu'une forêt, mais d'la mettre sur le champ de bataille dégagé, enfin, sans condition d'engagement. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien le fait de pouvoir enchaîner avec un autre spell. Ensuite, je pense à 3 mana Culture et Portée du Kodama qui sont des équivalents. Ils sont juste des noms différents, mais c'est exactement le même sort. Ça va chercher 2 terrains de base. Il va en mettre un sur le champ de bataille engagé et l'autre dans la main. Donc on est déjà prêt pour le tour suivant. Donc à 3 mana, pareil, ça bouscule un petit peu notre lancement de commandant, mais c'est pas gênant pourvu que ce soit de la rampe. C'est parfois plus intéressant de ramper pour la suite plutôt que de poser tout de suite son commandant en fonction de sa main. Si on n'a pas forcément de quoi enchaîner de toute façon avec le commandant, on va plutôt ramper en attendant de pouvoir faire plus de choses. Dans un style un peu différent, en termes de créatures, on va trouver, donc déjà on a parlé du simulacre juste avant, qui va s'intégrer aussi à la rampe. On aura Oracle de Uldaya, qui est une carte que j'aime beaucoup en vert, une de 2 pour 4, donc qui nous permet de jouer un terrain supplémentaire à chaque tour, et surtout qui permet de regarder la carte du dessus de la bibliothèque, qui révèle la carte du dessus de la bibliothèque et qui permet de la jouer si c'est un terrain. Donc en plus de pouvoir nous accélérer en posant 2 terrains par tour, elle va aussi aller chercher dans la bibliothèque, donc grignoter un petit peu cette bibliothèque pour réduire encore une fois le nombre de terrains dedans et augmenter nos stats de piocher autre chose en fait. Donc très intéressante l'oracle. Ensuite on aurait Karametra par exemple, une déesse de Theros si je dis pas de bêtises, en blanc et vert. Elle va chercher un terrain à chaque fois qu'on va lancer un sort de créature. Donc on va voir que comme le GG parle aussi des créatures, il y en a beaucoup dans la liste du deck, donc Karametra va être beaucoup sollicité pour aller chercher des terrains et très facilement. Galadriel, donc celle des fresques, la très jolie Galadriel tricolore, qui va avoir plusieurs effets, qui va soit faire du mana, soit faire regard 2, piocher une carte, soit mettre un marqueur +1/+1 sur toutes nos créatures. Donc ça, on va voir que les 3 capacités sont intéressantes avec Elga. Tout va être intéressant, donc déjà on l'intègre dans la rampe, mais elle s'intégrera aussi à la liste des cartes qui font piocher, à la liste des cartes qui permettent de renforcer Elga. Et enfin, une carte que j'aime beaucoup dans la rampe, c'est Assolement. Ça rampe techniquement pas vraiment, puisqu'on va en coût supplémentaire, donc on va payer un mana vert, c'est un éphémère. En coût supplémentaire, on doit sacrifier un terrain, mais on va chercher n'importe quel terrain du deck, et c'est là que ça devient intéressant. Alors, on a perdu un terrain, on en ramène un autre. Techniquement, on n'a pas vraiment avancé en termes de quantité, mais l'important, ça va être la qualité avec Assolement, puisqu'on va pouvoir chercher déjà, il existe des terrains, par exemple, qui font 2 mana, on pourrait s'amuser à aller chercher ces terrains-là. On pourrait, ou plus que 2 mana même. On pourrait s'amuser surtout à interagir. C'est un éphémère, il y a des réponses possibles avec ce spell, avec cet éphémère, qui vont être très intéressantes. Donc déjà, on a un super terrain, on en parle tout à l'heure, qu'on va vouloir chercher pour synergiser encore avec Elga. Et ensuite, il y a par exemple une carte qui a la greffe 1, donc c'est Llanowar revenu à la vie, donc qui arrive avec un marqueur +1/+1, et quand une créature arrive sur la table, on va pouvoir déplacer ce marqueur grâce à la greffe, déplacer ce marqueur sur la créature, ce qui va nous permettre de renforcer Elga et profiter encore des capacités. Donc ça c'est pour la rampe, mais du coup je vais devoir expliquer tout de suite ce que fait Elga précisément, parce que chaque carte qui est mentionnée au final synergise presque avec elle déjà. Donc on va détailler déjà Elga avant de continuer. Donc c'est une 1/3 pour 3 mana. À chaque fois qu'on va lancer un sort de créature avec un coût converti de mana de 4 ou plus, on va piocher une carte, gagner un point de vie et mettre un marqueur +1/+1 sur Elga. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses. J'ai juste lancé un sort de créature avec un coût de mana de 4 ou plus, et ça fait piocher, ça prend un marqueur, ça fait gagner un point de vie. C'est beaucoup de choses pour une seule carte. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'elle a une capacité activable.
Donc il suffira de l'engager pour profiter de mana. Elle va faire X mana d'une seule couleur qu'on va choisir, X étant la force de Helga. Donc on a dit la première capacité lui donne des marqueurs +1/+1. Donc on fera de plus en plus de mana tout simplement. Attention, il y a toutefois une condition, il était temps de mettre une condition à tout ça. Ce mana ne peut être utilisé que pour des sorts de créatures avec un coût de mana de 4 ou plus, ou des sorts de créatures avec X dans leur coût. Donc voilà, il y a on va essayer de restreindre un petit peu toutes ces capacités. Elle fait beaucoup de choses déjà. On va restreindre un petit peu et demander à ce que ce mana ne soit utilisé que pour des créatures avec un certain coût de mana. Donc c'est ce qui va permettre de nerfer un petit peu la puissance de la bébête. Donc voilà, on sait tout et on voit que déjà, seulement avec la greffe, donc le terrain dont je vous parlais, ça va permettre avant de poser Helga, on va poser ce petit terrain et elle va arriver sur la table et elle va déjà arracher ce marqueur du terrain, donc le prendre sur elle. Elle aura déjà une force de 2 et donc au prochain tour on bénéficiera déjà de plus de mana. Donc ça va être intéressant de la renforcer de façon un peu presque passive. Je l'ai juste posée et elle va déjà être renforcée par un effet autre sur la table. Donc ça, il y en a quelques autres dans la liste du deck, on les détaillera plus tard. Et donc oui, assolement et donc oui, renforcer la créature. On va passer sur les cartes qui font piocher dans le deck. Déjà on a Helga, et donc techniquement de cartes qui font piocher dans le deck, on a déjà tout ce qui est une créature avec un coût de mana de 4 ou plus, puisque ça déclenche sa capacité. Donc déjà toutes ces créatures là techniquement font piocher dans la liste. Et spécifiquement ensuite on aura Krasisidroid qui est une hydre. On va payer un coût de mana élevé, on va essayer en tout cas de faire un maximum de mana, payer un X élevé et on va piocher la moitié de X. Donc c'est intéressant, on va aussi gagner en points de vie cette moitié de X. Et ensuite elle va surtout arriver avec X marqueur +1/+1, donc techniquement c'est déjà une très très bonne bête dans la liste. Et un potentiel moyen de victoire déjà. Dracon loyal, donc il a le commandement je crois. Il suffit que le général soit sur la table pour qu'il ait un effet. Et le dracon donc fait piocher une carte tout simplement. Donc c'est une 2/2 pour 3 si je dis pas de bêtises. Et ça permet donc de piocher de façon passive aussi. Il suffit que le commandant soit sur la table et on va voir que le commandant, on va essayer de le préserver et de le protéger. Chuchoteur de bêtes, donc tout simplement à chaque fois qu'on lance un sort de créature on va piocher une carte encore une fois. Donc ça s'additionne à la pioche de Helga, mais si jamais elle n'est pas sur la table, on va quand même pouvoir faire des choses, même si on n'a pas le commandant sur la table. Inga Ezika qui va demander à lancer plusieurs sorts sur le tour pour pouvoir piocher encore une fois une carte de plus. Et en plus va permettre à toutes nos créatures sur la table de faire du mana. Donc ça s'intègre aussi bien dans le fait de gros mana pour ensuite lancer des grosses bêtes. Toski, porteur de secret, on joue quand même beaucoup de créatures, donc pareil, ça va permettre de piocher et ça a un CCM de converti mana de 4, donc ça va encore déclencher, ça synergise toujours avec le commandant. Et Galadriel, dont on a déjà parlé dans la rampe, elle fait aussi piocher, donc elle s'intègre aussi dans les cartes intéressantes qui font piocher dans le deck. Donc en termes de pioche, ça fait déjà beaucoup, quand on considère que le commandant fait piocher, et qu'il y a des cartes qui, une fois posées, vont faire piocher plusieurs fois, et de façon presque passive en fait. Donc techniquement, le deck est censé piocher beaucoup. On va détailler un autre aspect maintenant, les protections. Donc comme on veut jouer le commandant et qu'il reste sur la table parce qu'on veut pouvoir activer son mana, on veut pouvoir piocher, on veut pouvoir faire plein de choses avec elle et surtout, une fois qu'on a commencé à la renforcer, on ne veut pas perdre des marqueurs, donc on ne veut pas qu'elle quitte le champ de bataille et qu'elle revienne à 1 de force. On veut qu'elle reste. Donc on a déjà parlé des bottes et des jambières, ça fait déjà deux équipements qui permettent de la protéger, en tout cas des anti-bêtes ciblées. Et donc on va reparler de la carte assolement, puisqu'une fois de plus on va pouvoir la protéger grâce à ça. Donc déjà, admettons, je n'ai que Helga sur la table, et on me demande de la sacrifier. Techniquement, il n'y a pas tant de réponse que ça, mais assolement peut me sauver. Donc je vais jouer mon assolement, sacrifier un terrain, et aller chercher Charmidriad. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'était de la rampe tout à l'heure, avec Zénith de Versoleil, et maintenant ça sauve ma Helga. Donc je suis plutôt content qu'un éphémère qui normalement va juste chercher un terrain me permette aussi de protéger mon commandant. De la même façon, il y a Step de Ségérie qui est un terrain qui fait du mana blanc, qui arrive en jeu engagé sur la table. Et qui simplement en arrivant dit que la créature ciblée acquiert la protection contre une couleur jusqu'à la fin du tour. Donc pareil, avec un assolement, je vais pouvoir sauver mon Helga et embêter mon adversaire un peu plus longtemps. Donc assolement, c'est vraiment un couteau suisse dans n'importe quel deck dès lors qu'on joue vert.
Je pense à Amplificateur Gardien qui est dans la liste et Protectrice du Bastion. Donc on a deux cartes un peu similaires qui vont juste interagir sur les commandants qu'on a sur la table. Donc l'amplificateur va simplement donner la défense talismanique et il a le flash. Donc c'est très intéressant. Encore une fois, pour répondre à un effet, on va jouer une petite créature qui coûte 3 mana et protéger notre commandant. Protectrice du Bastion, donc elle n'a pas le flash, mais elle fait d'autres choses. Elle donne indestructible à nos commandants. Et la renforce de plus 2. Donc ça s'intègre dans... Alors, non seulement ça la protège, mais en plus ça permet à Elga de faire plus de mana. Donc encore une fois, ça s'intègre parfaitement dans la synergie. On aurait, donc cette fois-ci on passerait aux créatures à 4 ou plus. Donc qui vont en plus de ça synergiser de base avec son passif. Donc Sarit, Croc de la Vipère, créature légendaire verte, qui va permettre, donc tant qu'elle est dégagée, elle a la défense talismanique, et tant qu'elle est engagée, elle a le contact mortel. Donc tant qu'on n'aura pas engagé pour faire du mana, elle est plutôt safe pendant le tour des adversaires par exemple, si on ne l'a pas utilisé pendant son tour, ou si on a réussi à la dégager, et on va voir qu'il y a plein de cartes qui synergisent aussi avec ça, puisque sa capacité de monde engagé, on va chercher à la redégager pour pouvoir bénéficier un max de fois du mana. Donc Sarit qui va la protéger quand elle est dégagée et lui donne le contact mortel quand elle est engagée. Britbogle insaisissable, encore une fois on a le flash sur cette créature, elle arrive et elle a un coup de mana de 4, donc c'est parfait encore une fois. Et quand elle arrive, elle donne un marqueur défense talismanique à une créature, on va protéger le commandant toujours. Shalai, voix de l'abondance, elle donne la défense talismanique à toutes nos créatures, donc pareil, elle coûte 4 mana, donc c'est toujours en synergie. Dans le même style, on aura Vexilius qui donne la protection contre tout à nos commandants. Et après, en termes d'éphémère, on aurait Intervention héroïque qui maintenant coûte plus trop cher, donc on se permet de le mettre dans le deck. Intervention héroïque pour 2 mana en éphémère, on va donner défense talismanique et indestructible à tous nos permanents sur la table. Donc techniquement, ça ne protège pas que Elga, c'est encore mieux. Ensuite, en termes de, on va passer à la grosse synergie, donc ce qui vraiment va faire fonctionner et tourner le deck. Et du coup, avec la synergie, on va englober ça avec le but du deck. Donc les synergies, déjà, c'est tout ce qui a un coût converti de mana de 4 ou plus. Donc forcément, la liste va en contenir beaucoup. On va forcer un petit peu vers ces créatures-là. On va pas chercher à monter trop haut. Ça ne sert à rien d'aller trop haut, si ce n'est sur des optiques Eldrazi, c'est possible. On peut tout inventer avec ça. On peut tout faire. Maintenant, se focus sur des petites boucles. Je préfère, moi en tout cas, j'ai préféré dans ma démarche opter sur poser plein de bêtes intéressantes qui vont faire des choses et essayer de ne pas monter trop haut pour pouvoir enchaîner sur le même tour avec 1, 2, 3 bêtes. Piocher, et espérant piocher une autre que je pourrais poser aussi, et ainsi de suite. Plus j'ai de mana, mieux c'est. Et plus je la renforce et plus j'ai de moyens de la dégager et plus je vais pouvoir boucler. Donc je pose une créature qui va me faire piocher une carte, hop, c'est une créature, je peux la jouer, elle va redéclencher Elga, ça dégage Elga parce que j'ai un autre effet et du coup je réincline pour refaire plus de mana que la première fois parce qu'il a pris des marqueurs entre temps et je vais relancer les créatures, relancer, piocher et ainsi de suite. Donc j'ai préféré cette optique là plutôt que de faire gros mana une fois, un Eldrazi, tout le monde me regarde bizarrement et généralement soit on gagne soit les autres nous regardent mal dans tous les cas. Donc ouais, petite créature plutôt et beaucoup de créatures. Donc il y en a 32 peut-être plus dans la liste qui ont un coût converti de mana de 4 ou plus encore une fois. Donc on synergise à fond avec elle. Ensuite, cette histoire d'engagement, justement, parce qu'elle demande d'engager, tout ce qui dit que ça dégage devient très intéressant. Parce qu'effectivement, admettons, elle n'a pas encore de marqueur, je l'incline une fois, je fais un mana que je vais utiliser pour une créature, j'ai un moyen autre de la dégager, entre temps j'ai joué une créature donc elle a pris un marqueur, il fait 2 mana cette fois-ci, je vais relancer peut-être une créature qui va de nouveau lui donner un marqueur, elle en a 3, ce moyen alternatif de la dégager se redéclenche, et cette fois-ci je fais 3 mana, et vraiment on va pouvoir enchaîner grâce à ça. Donc dégager la créature, ça va être très intéressant. Donc en première grosse carte, je pense à Minamo, c'est un terrain légendaire de Kamigawa. Minamo, école de la cascade, qui est simplement pour un bleu et je l'engage, permet de dégager la créature légendaire ciblée. Ça tombe bien, on a un commandant qui est légendaire forcément. Et donc on va, d'autant plus que c'est un terrain, donc on va pouvoir le chercher encore une fois sur assolement et d'autres cartes qui permettent d'aller chercher des terrains non basiques. Et donc moi je trouve la carte très intéressante. Maintenant c'est un petit peu... on sort un peu de la liste budget à cause de ce terrain-là, mais c'est vraiment une grosse carte.
je pense que quand on passe sur si on veut investir dans la liste en tout cas, c'est un petit peu la première grosse carte qu'on va acheter, ça va être ça. Tout le reste est plutôt budget. Maintenant on parlera à la fin de comment pousser le deck avec si on a un peu plus de budget, si on veut vraiment, si on s'amuse beaucoup avec le deck et qu'on veut le pousser dans ses limites. Donc on aurait pour dégager toujours Ranger Kirionais et Ranger de la Scrutech qui ont des effets très similaires. L'une coûte 1 mana, l'autre coûte 2 mana et elle flash. Et elles demandent toutes les deux simplement de renvoyer une forêt dans notre main pour dégager la créature ciblée. Donc ça va techniquement rien nous coûter. Je l'incline pour faire 2 mana parce qu'elle a déjà un marqueur ou que sais-je. Je renvoie une forêt, je la dégage, je la réincline, je refais 2 mana, j'ai 4 mana pour jouer une créature. Et donc voilà, tout ce que j'ai perdu techniquement c'est une forêt que je pourrais reposer parce que j'ai mon exploration, mon oracle de Mundaya. Voilà. Dans tous les cas, c'est jamais un souci tant qu'on ne perd pas au change. C'est-à-dire que j'ai renvoyé une forêt, mais ça m'a permis de faire 4 mana sur le même tour avec Elga. Donc c'est toujours intéressant. On va surveiller ça, mais c'est jamais handicapant en tout cas. Donc 2 créatures déjà qui permettent de la dégager. Sarit qui permettait déjà tout à l'heure de la protéger. Elle a aussi une capacité qui permet de la dégager. Donc je paye un incolore, j'incline Sarit, je vais pouvoir dégager un terrain ou une créature. Je vais dégager mon Elga, bien sûr, c'est celle qui fait le plus de mana dans mon deck. Signal d'alarme, donc ça je pense que c'est aussi la carte qui synergise à fond avec elle. C'est une des meilleures cartes de la liste. C'est tout bête, c'est un enchantement pour 3 mana qui dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive sur la table, on dégage toutes les créatures de la table. Pas que les siennes, c'est des adversaires aussi, mais l'important c'est de pouvoir faire du mana, donc on est toujours content d'incliner notre petite Elga, poser une créature, la dégager, enfin on dégage tout, tout le monde dégage tout. Mais l'important, ça va être d'enchaîner encore une fois, de boucler et de partir plus vite que les autres en fait. Les autres, oui, d'accord, ils ont des créatures dégagées, mais peut-être qu'ils ne font pas autant de mana que moi. Et en plus, je gagne des points de vie, je le rappelle, et en plus, je pioche des cartes, et en plus, ça prend des marqueurs. Donc vraiment, on se moque un peu de favoriser un peu les adversaires quand on joue cette carte, parce que nous, on va en profiter beaucoup plus. C'est tout le principe de synergie, c'est que même quand on joue des cartes comme ça, on synergise tellement avec la carte on en profitera forcément plus que les autres. Je pense aussi à toutes les cartes qui font piocher tout le monde. C'est jamais un problème, en général en Commander Multi en tout cas, de jouer des cartes comme ça. On n'est peut-être pas le premier à en profiter, mais on sait qu'on va en profiter plus sur le long terme. Donc donner parfois un avantage aux adversaires, tant qu'on en profite encore plus qu'eux, tout va bien en fait. C'est pas une mauvaise carte. Et là, ça devient une excellente carte avec Elga. Et ensuite, un petit artefact aussi auquel je pense, Élixir de Milan. Donc ça dit déjà qu'on peut activer les capacités activées de nos créatures qui demandent de s'engager au tour où elles arrivent. Ça ne leur donne pas la célérité, elles ne peuvent pas attaquer pour autant, mais si elles ont une capacité qui demande à s'engager, elles peuvent l'utiliser en arrivant. Donc on a Elga, et je vous le rappelle, on a aussi 10 elfes à mana. Donc ça fait beaucoup de petites créatures qui pourront faire des choses tout de suite en arrivant. Il y a Sarit aussi qui a une capacité d'engagement, et certainement d'autres dans la liste que j'ai plus en tête. Mais dans tous les cas, voilà, c'est toujours intéressant, ça synergise encore avec le général. Et en plus, l'élixir de Milan peut aussi dégager la créature, donc on a juste à payer un mana, engager l'élixir pour dégager l'autre Elga encore une fois. Voilà, donc ça va être pour tout ce qui va synergiser avec le fait de engager, dégager. On va essayer vraiment de pousser Elga. On a vu déjà les CCM de cartes, on a vu donc la capacité d'engagement. On va passer maintenant sur les marqueurs. Les marqueurs et de façon générale tout ce qui permet de booster en fait la force d'Elga pour qu'elle fasse plus de mana. Donc déjà on a Galadriel, on en a déjà parlé 2 fois. Elle fait du mana, elle fait piocher et elle met des marqueurs. Donc encore une fois, ça permet de renforcer Elga, mais aussi tout notre champ de bataille. La liste joue beaucoup de créatures, donc c'est des créatures qu'on va renforcer qui vont permettre simplement de tuer. Donc de façon traditionnelle, on va dire, on va simplement attaquer avec un champ de bataille impressionnant. Donc, soit beaucoup de créatures, soit des créatures très fortes, et les renforcer, ça aide toujours dans ce plan de jeu en tout cas. Donc Galadriel qui va aider. L'âme du héros, qui est un petit équipement très sympa. Il coûte 2 et il donne +3/+2 à la créature équipée. Il coûte 4 à équiper et c'est son inconvénient. Mais il est pallié par le fait qu'il s'équipe automatiquement à chaque fois qu'une créature arrive en jeu. On peut l'équiper à la créature qui vient d'arriver. Donc c'est super parce qu'il coûte 2 mana, donc il arrive techniquement le tour juste avant Elga, pourvu qu'on ne sait pas la lancer tour 2. Et donc dès qu'elle arrive, la lame va s'équiper à elle, elle devient
plus 3 plus 2, donc elle devient 4, 5, ce qui est absolument énorme. Ça veut dire qu'au prochain tour, elle fait 4 mana toute seule, on n'a encore rien lancé, on ne l'a pas encore renforcée. Pour 2 mana un tour plus tôt, elle va faire 4 mana un tour plus tard. Donc c'est plutôt très très fort. Donc l'âme du héros, on a parlé de Galadriel, un terrain, encore une fois, Assolmant va nous aider là-dessus. Si on en a besoin, on va pouvoir chercher le comté de Gavony. Donc c'est un terrain qui fait de l'incolore, et pour 4 mana de générique, un blanc, un vert, on incline le terrain aussi. On va mettre un marqueur +1/+1 sur toutes nos créatures. Donc voilà, en fin de tour de l'adversaire, j'avais pas trop joué pendant mon tour, j'ai gardé du mana de côté. Je vais pouvoir simplement renforcer toute ma table, renforcer mon Elgar, elle fera plus de mana, on est content. Lyanowar revenu à la vie dont on a parlé en tout début, avec Assolement. Donc un terrain avec la greffe, ça mange pas de pain, on rajoute à la place d'un terrain de base. Ça permettra, avec un peu de chance, de la renforcer très tôt dans la partie. Lae'zel, championne de Blackheath, c'est une petite créature qui va permettre, à chaque fois qu'une de nos créatures prend un marqueur, elle en prend un de plus. Je ne sais pas si ça marche pour tous les types de marqueurs aussi, juste le +1/+1 à vérifier. Mais dans tous les cas, elle va se renforcer tout simplement 2 fois plus vite par sa propre capacité. C'est un peu un passif, c'est pas quelque chose d'indispensable dans la liste, mais c'est très fort parce qu'on a d'autres cartes qui permettent de mettre des marqueurs +1/+1, peut-être Gavony, il y en avait une tout à l'heure, c'était Galadriel. Donc qui met des marqueurs sur tout le monde, à chaque fois, si on est la championne sur la table, tout le monde va prendre 2 marqueurs au lieu de 1 seul, donc ça va 2 fois plus. Ancien Immémoré, une super carte, elle coûte 4 mana. On profite encore d'Elga, merci Elga, et ça prend un marqueur +1/+1 à chaque fois que n'importe qui lance un sort. Donc c'est quelque chose généralement en multijoueur qui va se renforcer très très vite, qui va vite devenir immonde, et une menace pour les adversaires. Et surtout, au début de notre entretien, on peut déplacer les marqueurs que l'ancien Immémoré a accumulés sur lui pour les mettre n'importe où sur nos créatures. Je vous laisse deviner, on va essayer de les mettre tous sur Elga pour qu'elle fasse 1001 mana, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc ancien Immémoré, prend des marqueurs au début du tour, on les décale sur Elga, et pouf, j'incline pour 15 mana. si on nous laisse le temps. Shalai, voix de l'abondance, donc on a déjà parlé de Shalai pour la protection. Elle a aussi une capacité qui permet de mettre des marqueurs un peu anecdotiques, ça coûte 6 mana quand même à activer, mais on n'est jamais à l'abri, c'est toujours un plus en tout cas quand on a ça sur une carte. Vigile loyal, donc ça c'est un rhinocéros pour 5 mana, on est toujours dans la courbe qu'il faut. À la fin du tour, tout simplement si le commandant est sur la table, on va mettre un marqueur +1/+1 sur toutes nos créatures. On reste dans l'optique de renforcer tout le monde, de renforcer Elga parce qu'on a besoin aussi, mais de renforcer tout le monde et donc d'avoir un champ de bataille impressionnant pour à un moment donné pouvoir mettre la pression à tout le monde, à pouvoir se défendre, mais aussi à mettre la pression quand on va vouloir attaquer. Donc le but de toute cette synergie, donc de pouvoir l'engager, la dégager, faire du mana, prendre des marqueurs, piocher des cartes, ça va être de faire des boucles. On va vraiment essayer de générer du mana pour pouvoir lancer des créatures, donc piocher, et ensuite essayer vraiment de la dégager, refaire du mana, repiocher des créatures, repiocher, et plus on va réussir à boucler, à enchaîner, plus on aura un champ de bataille impressionnant, rapidement par rapport aux autres, et plus on va pouvoir mettre la pression. L'autre intérêt de piocher, c'est encore une fois de purger cette bibliothèque de 99 cartes qui est beaucoup trop grande. Donc le but, ça va être d'aller creuser ça et d'aller tomber sur la créature qui va terminer la partie. Donc dans la liste, j'ai opté pour la cavalerie Tremble-Lune, qui donne +6/+6, c'est le vol à toutes nos créatures quand elles arrivent sur le champ de bataille, X étant le nombre de créatures qu'on a déjà sur la table. Donc généralement, beaucoup de créatures, donc un gros bonus, donc normalement un kill sur la table avec cette petite cavalerie. De la même façon, on pourrait mettre le Behemoth caveur de cratère, mais là, encore une fois, on quitte un petit peu le petit budget de la liste. Mais voilà, c'est quelque chose de facilement rajoutable en plus de la cavalerie ou à la place de la cavalerie, puisque c'est quand même autre chose, ça donne pas le vol, ça donne le piétinement. Donc c'est parfois plus intéressant. Mais voilà, plutôt dans une optique un peu moins budget. Donc oui, on parlait tout à l'heure du signal d'alarme. Dans la liste, vous verrez aussi qu'il y a une statue ancestrale. Et ça c'est tout bête, mais ça fonctionne déjà tout seul. C'est-à-dire que la statue ancestrale dit que quand elle arrive, on renvoie un permanent dans notre main. Un permanent ou une créature, je ne sais plus, c'est à vérifier. Mais dans tous les cas, elle peut se renvoyer elle-même. Elle coûte 4 mana. Donc c'est tout bête, et je crois que vous avez compris ce qui se passe, c'est que dès lors que Elga a au moins une force de 4,
on va pouvoir l'incliner, générer 4 mana, jouer la statue. Le signal d'alarme va dégager notre Elga. La statue va repartir dans notre main. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Elga a pris un marqueur. Donc je la réincline pour 4 mana, je repose ma statue, mon signal d'alarme se déclenche, ma statue se déclenche. J'ai gagné 1 mana dans ma boucle. Et à chaque fois, je vais en gagner un de plus, parce que cette fois-ci, elle a de nouveau un marqueur de plus. Cette fois-ci, elle va me faire 6 mana. Je vais en consommer que 4 pour poser la statue. J'en ai gardé 2, j'en ai gardé 1 du tour d'avant, enfin de la manipulation d'avant. Et à chaque fois, je vais faire plus 3, plus 4 et ainsi de suite. Ma statue va faire des allers-retours entre main et champ de bataille. Et à chaque fois, on va piocher, gagner un point de vie et mettre un marqueur. Donc techniquement, avec ça en place, on pioche notre bibliothèque, on va chercher notre cavalerie. On essaie de finir la partie avec un maximum de choses. Donc en mettant toutes les chances de notre côté, en piochant toutes les créatures qu'il faut, tout ce qui permet de protéger, tout ce qui permet que ça passe chez l'adversaire, et tout ce qui permet de renforcer au maximum notre champ de bataille. Donc signal d'alarme et statue. De façon ultra synergique, on aura Oracle du Muldaya et Vigir de la Ménagerie. L'un permet de jouer les terrains du dessus de la bibliothèque, l'autre permet de jouer les créatures du dessus de la bibliothèque. Les deux coûtent 4 mana, encore une fois. C'est si bien fait. Et donc on va pouvoir de la bibliothèque enchaîner avec un terrain, une créature que je vais pouvoir lancer, une créature que je vais pouvoir lancer, encore un terrain, de nouveau une créature. Et en fait, on joue de la bibliothèque. Avec les deux en place, même si on n'a pas de main, on a quand même des options qui vont apparaître grâce à ces créatures qui nous permettent de jouer le dessus de la bibliothèque. L'un les terrains, l'autre les créatures. On sera forcément limité par le nombre de terrains sur un tour, puisque l'oracle nous permet de jouer qu'un de plus. Mais malgré tout, c'est très fort de se dire j'ai quand même potentiellement 2 ou 3 cartes de plus que je ne vois pas encore, mais qui sont là et qui sont disponibles à portée de main. En mode ultra synergique aussi, on a Griffe Boyau, Terreur de Calcisma, qui réduit les coûts des créatures de 4 ou plus de 2. Donc tout ce qui coûte 4 dans le deck ne coûte plus que 2 une fois que Calcisma est là, une fois que Griffe Boyau est là. Donc c'est tout bête, mais la statue coûte 2 de moins, donc pareil, si on réussit à partir avec ce petit combo là, on va aller plus vite, en fait, on va gagner du mana plus vite. Et même si on réussit pas à faire infini avec la statue, on va pouvoir réduire tout de 2, donc c'est quand même plus de facilité à lancer des créatures, à enchaîner les créatures. Au lieu de coûter 4, oui, 32 créatures du deck qui coûtent moitié moins quasiment. Donc ça permet vraiment d'enchaîner. Je vais piocher ma carte à 4, mais qui au final ne coûte plus que 2. Je la joue et j'enchaîne, je la joue et j'enchaîne. Les kills, on a déjà parlé de la cavalerie. Après, il y a différentes façons de tuer, mais on va dire traditionnelles. Ça va être une grosse créature qui va prendre des marqueurs, ou une hydre, on aura utilisé 70 mana, ou simplement submerger les adversaires en mettant la pression de façon régulière avec des grosses créatures. Dans tous les cas, la liste en est truffée. Parce qu'on est obligé de forcer de toute façon sur les CCM de 4 ou plus, forcément on va quand même chercher à jouer des très bonnes bêtes avec cette contrainte de mana. On va passer au terrain. La couleur dominante, déjà on va analyser effectivement. On n'a pas parlé des terrains avant parce qu'au final on a besoin déjà d'avoir fixé ce qu'on va jouer pour savoir quelle est la couleur dominante du pack, quelles sont la présence de chaque couleur dans le deck. On est en tricolore, donc là naturellement c'est le vert qui domine et les bleus et blancs qui sont plutôt en soutien pour apporter des bonnes bêtes, mais c'est une grosse dominante verte pour ramper et pour synergiser à fond. Et donc on va simplement, c'est du pourcentage, c'est des mathématiques, on va chercher à décompter combien j'ai de cartes vertes, combien j'ai de cartes blanches, combien j'ai de cartes bleues, et à avoir cette proportion-là de terrains qui fournissent du vert, qui fournissent du blanc, qui fournissent du bleu. Et pour faciliter ensuite les sorties, on va forcer aussi sur des terrains qui donnent des options de mana, qui ne font pas qu'une seule couleur, mais qui en font 2 ou qui en font 3. Donc ça va être important effectivement ne pas mettre trop de terrain de base, il en faut, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas être bloqué par j'ai posé une forêt, j'ai posé une plaine, je ne pioche pas mon île, je ne peux pas jouer mon commandant. On ne veut surtout pas que ça arrive, et pour éviter ça, on a des très bons terrains qui sont des terrains qui ne font pas de mana, mais qu'on va sacrifier pour aller chercher un autre terrain. Donc ils ont cette particularité d'être très, très versatiles, ils vont s'adapter à la situation. Je vais poser mon terrain, il ne fait effectivement pas de mana, mais je peux sacrifier et chercher un terrain de base dans la bibliothèque et je vais chercher celui qu'il me faut, forcément, celui qui me manque.
et en plus de ça, encore une fois, ça permet de filtrer la bibliothèque. J'ai posé un terrain, j'en ai extrait un de ma bibliothèque. Donc encore une fois, j'ai filtré ce tas de beaucoup trop grand. Et du coup, je force encore mes chances pour tomber ensuite sur des cartes actives. Donc ça va être les cartes du type étendue sauvage en évolution, immensité terramorphe. Il y a un terrain aussi avec la tricolorité qui va chercher spécifiquement soit une plaine, soit une île, soit une forêt. Il arrive, il se sacrifie et il nous fait gagner un point de vie au passage. Donc ça va être pour le côté budget. Ensuite, en termes de ce qu'on va, oui, on va appeler ça des bilans, ce sont pas les bilans, mais des terrains qui font 2 couleurs. On va forcer aussi sur un maximum qui arrive en jeu engagé parce qu'on veut une optique budget. On part sur l'option budget, mais donc on a les Skylands, ceux qui arrivent en jeu engagé, qui vont faire soit bleu soit blanc par exemple, et qui en arrivant font un regard 1, donc ça veut dire regarder le dessus de la bibliothèque et choisir si on la laisse dessus ou si on la met en dessous. Donc voilà, c'est des petites cartes intéressantes, un petit peu couteau suisse, qui font plus que faire du mana. C'est toujours intéressant d'intégrer ça. Et ensuite, dans une optique peut-être un peu moins budget, on irait vers ce qu'on appelle les Shocklands. Donc ce sont des terrains des éditions Ravnica qui ont 2 types de terrains de base. Par exemple, un exemple, Jardin du Temple, qui fait du blanc ou du vert, simplement parce que c'est une forêt et une plaine. On appelle ça des Shocklands parce que quand ils arrivent, on a le choix de payer 2 points de vie. Donc c'est l'équivalent d'un choc, de la carte choc. Donc on peut payer 2 points de vie pour qu'il arrive en jeu dégagé, autrement il arrivera forcément engagé. Mais ce qui va nous intéresser sur ces terrains-là, c'est déjà la possibilité de faire soit l'un soit l'autre, des couleurs mentionnées sur la carte, et aussi le fait qu'ils aient effectivement ces types de terrains de base, et il y a des cartes dans Magic qui vont permettre d'aller chercher les types de terrains de base. Donc aller chercher spécifiquement ces terrains-là dans notre deck pour réussir à avoir nos colorités rapidement. Donc c'est ce qu'on va parler. On va parler de fixing. On va chercher à fixer nos couleurs sur la table pour pouvoir jouer de façon confortable. Donc ces terrains-là offrent plus de possibilités tout simplement. Donc on va chercher à les intégrer systématiquement. On joue tricolore, donc techniquement ça fait un triangle. J'en ai 3. J'ai le vert blanc, j'ai le blanc bleu et j'ai le bleu vert. Donc à chaque fois, les terrains sortent par cycle dans les éditions. Donc il en existe 10 des Shocklands, c'est une combinaison des 5 couleurs, toutes les combinaisons possibles. Et donc là on joue 3 couleurs, donc on va chercher à jouer les 3 qu'on peut jouer tout simplement. Et pareil pour les terrains qui font des regards en arrivant, on va jouer les 3 tout simplement. Et de cette façon-là, on va constituer très rapidement notre mana base, puisqu'au final, 3 par 3, on va rapidement arriver vers nos 30, 37, 40 terrains en fonction des listes. Et avoir ce qu'il faut en termes de confort pour avoir les couleurs. Donc pareil, là seulement, en dernier recours, si on n'a pas notre terrain bleu, on va l'utiliser pour aller chercher un terrain qui fait du bleu tout simplement. On ne va pas chercher plus loin, chercher de synergiser avec quoi que ce soit. On va d'abord, dans un premier temps, chercher à pouvoir jouer. C'est le principal. Ensuite, toujours sur les terrains et dans une optique beaucoup moins budget du coup, ce qu'on va appeler les Fetchlands. Donc ce sont des terrains qui ne font pas de mana encore une fois. Ils demandent à payer un point de vie et les sacrifier en les engageant pour aller chercher donc en fonction des 2 couleurs qu'ils représentent, soit par exemple une plaine ou une île. Et donc la particularité, le très gros intérêt de ces terrains, c'est qu'ils ne vont pas forcément chercher un terrain de base. Ils vont pouvoir chercher effectivement les Shocklands dont je viens de parler, des triomes Ikoria et Capenna, qui ont 3 types de terrains de base, donc qui font 3 couleurs différentes, et donc de fixer au maximum nos couleurs. Donc on a effectivement un triome disponible dans nos couleurs, puisqu'il existe encore une fois un cycle de 5 puis de 5, qui représente les 10 plutôt combinaisons possibles de tricolorité. Et donc nos Fetchlands vont permettre d'aller chercher ces terrains-là et donc de fixer automatiquement notre mana base. C'est-à-dire que je top mon fetch, effectivement il ne fait pas de mana, mais je vais chercher mon triome et au tour suivant, j'ai la possibilité de faire mes 3 couleurs, tout simplement. Donc les fetch, dans une optique moins budget, si on a les moyens. Alors les terrains, on a tendance, quand on débute, à s'imaginer que c'est pas forcément le plus important. Malgré tout,
et on le découvre dans nos expériences de joueurs généralement. Je l'ai découvert moi aussi. J'ai toujours focus sur les cartes actives. Et un jour, on m'a dit mais ta mana base est pourrie. Oui, mais c'est cher les terrains. Mais au bout d'un moment, donc, on finit par investir et en fait, on voit la différence. C'est-à-dire que le fait que les terrains sortent, qu'on filtre la bibliothèque, tout ça, ça a une grande importance dans le jeu, dans la façon dont on va sortir le deck. Et en fait, on passe vraiment du jour à la nuit. C'est complètement différent, c'est un autre monde de jouer avec les terrains. Les terrains offrent énormément de possibilités et pas seulement en termes de j'ai ma couleur, j'ai mon machin, aussi en termes de mathématiques encore une fois, c'est-à-dire que le fait de jouer ces fetchlands qui sont un terrain qui va en retirer un autre de la bibliothèque, bah, malgré tout ça joue énormément en termes de statistiques, en termes de possibilités de sortie du deck. Et donc voilà. Donc les fetchlands, après on a déjà parlé tout à l'heure des monstres terramorphes et étendues sauvages, ça fait un peu la même chose, si ce n'est que le terrain c'est forcément un terrain de base et qu'il n'arrivera forcément au jeu engagé. Mais voilà, vraiment on voit la différence aussi en termes de vitesse de sortie, c'est-à-dire que tour 1 je fais mon fetch, je vais chercher mon triome, c'est plus agréable que de faire mon immensité, aller chercher un terrain de base, c'est pas la même chose. Encore mieux, tour 1, je fetch, je vais chercher un shockland, je paye mes 2 points de vie pour qu'il arrive en jeu dégagé, je fais quand même un elfe, et ben c'est complètement différent de terrain de base elfe. C'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que vraiment on a filtré, on a fixé sur 2 couleurs déjà, et en plus j'ai mon elfe, c'est un T1 bien plus satisfaisant et bien plus jouissif que simplement un terrain de base. On n'a pas filtré, on n'a qu'une seule couleur, c'est complètement différent. Donc vraiment, on peut ne pas voir tout de suite le potentiel des terrains, mais c'est extrêmement important dans une sortie et on le découvre généralement naturellement dans notre cheminement de joueurs. Donc toujours dans une optique, beaucoup moins budget, on peut se permettre d'intégrer des combos, comme on pioche beaucoup, on va les chercher assez rapidement. Je pense à Baliste Ambulante et Liode Souverain du Soleil qui combattent tout seuls l'un avec l'autre. Alors c'est plutôt budget comme combo, mais Émiel et Dracon Pèlerin. Émiel est une licorne qui s'intègre aussi dans les 4 mana, donc très bien. Dracon Pèlerin aussi, il coûte 5 mana, donc ça déclenche encore une fois. Et puis ça c'est tout bête, mais c'est mana infini les deux sur la table. Et Émiel va nous permettre aussi de blinker d'autres créatures dans le deck. Une fois qu'on a mana infini, on va pouvoir faire d'autres choses avec les autres créatures du deck qui auraient des capacités d'arriver en jeu. On aurait aussi donc des cartes ce qu'on va appeler des tutos, des cartes qui vont chercher d'autres cartes, des précepteurs matérialistes, préceptrices sylvestres, on peut se permettre préceptrice éclairée aussi parce qu'on va chercher des artefacts et des enchantements très intéressants dans la liste. Je pense à Signal d'alarme, je pense à ce qui permettrait de protéger Elga ou de la renforcer, la lame du héros par exemple. Donc ouais, les tutos c'est important, encore une fois pour le côté versatile, c'est un sort qui va extraire encore une fois une carte de la bibliothèque, donc déjà pour le filtre de la bibliothèque, et ensuite pour le côté c'est une carte, c'est pas juste une carte qui fait une chose, c'est une carte qui peut faire tout ce que, par exemple le précepteur matérialiste, techniquement, si je peux aller chercher n'importe quelle créature de mon deck, bah, techniquement c'est comme si je venais de piocher n'importe quelle créature de mon deck. Donc là j'ai juste à réfléchir et à me dire la solution à ce moment-là c'est ça, donc techniquement c'est comme si j'avais pioché la solution. Donc vraiment, c'est les possibilités d'un précepteur, d'un tuto, c'est la solution en fait. C'est quand on pioche ça, c'est toujours mieux de jouer un précepteur que de jouer une carte qui fait une chose. Je vais vouloir jouer une carte qui fait une chose, par exemple une créature qui détruit un enchantement en arrivant en jeu, mais je vais aussi vouloir chercher à jouer un maximum de n'importe quel sort ou créature qui permettrait d'aller chercher cette créature qui fait ça, parce que du coup c'est comme si j'augmentais le nombre d'exemplaires dans mon deck de cette créature. Si j'ai une créature qui fait spécifiquement quelque chose et que j'ai 3 cartes qui permettent d'aller la chercher, bah, techniquement j'ai 4 fois cette créature dans mon deck. C'est comme ça que je visualise ça en tout cas moi, quand je réfléchis à qu'est-ce que je dois mettre dans mon deck. Donc les tutos pour moi c'est vraiment ça décuple les possibilités et c'est comme si j'avais plusieurs exemplaires de mes créatures finalement dans mon deck. Ensuite, donc, les tutos, tout ce qui va favoriser la pioche, les marqueurs, et encore une fois tout ce qui est synergique avec le pack. Donc, on a parlé tout à l'heure du Behemoth qui est effectivement un peu moins budget que la cavalerie, mais qui est pour moi plus fat, plus costaud et plus
plus surprenant. Le fait de piétiner, c'est vraiment différent de donner le vol. Donner le vol, si l'adversaire en face a une armée de jetons oiseaux, il va bloquer une armée volante. Or, le piétinement, c'est plus compliqué de bloquer avec des 1-1, on va quand même prendre une baffe. Étude ristique, donc ça c'est un enchantement qui est très joueur multijoueur. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si je dis pas de bêtises, il doit payer 1 ou alors je pioche. Et généralement ça se transforme en j'ai une énorme main de 10 cartes. Parce que payer, on réussit à le faire, mais pas systématiquement. Et plus on va vouloir jouer, enfin soit on va jouer différemment pour empêcher l'adversaire de piocher, soit on va chercher à s'handicaper à chaque fois de ce petit mana qui change tout en fait. Donc dans tous les cas, l'adversaire s'handicape soit en jouant différemment et en jouant mal quelque part, il va se dire mince, je vais pas jouer ça, je vais plutôt faire ça pour qu'il pioche moins, ou je vais jouer ça parce qu'au moins comme ça il me reste un mana pour payer. Et du coup il va jouer complètement différemment. Et dans tous les cas je vais piocher, soit il va effectivement perdre ses ressources pour m'empêcher de piocher. Et je suis gagnant dans tous les cas, c'est un champion qui coûte 3 mana. Et c'est vraiment très fort. En multi, on a 3 adversaires, donc vraiment il y a moyen de se gaver de cartes. Ozolite, ça va être marrant avec Elga, puisque du coup on va plus trop s'inquiéter du fait qu'elle meure. Quand elle va mourir, les marqueurs vont être préservés par l'Ozolite. Quand on va rejouer Elga, on va remettre les marqueurs sur elle. Et au passage, l'Ozolite aura accumulé aussi tous les marqueurs de notre champ de bataille. Donc on a une hydre 5-5 qui meurt, il va reprendre ses 5 marqueurs, et ainsi de suite. On va tout cumuler là-dessus. On va finir par les remettre sur Elga quoi qu'il arrive, et elle va nous refournir Gavas de mana d'un coup. Donc l'Ozolite, c'est très bonne carte aussi. Bibelot de pierre nuage, alors ça fait un petit peu la même chose c'est la même chose techniquement que la statue ancestrale dont on a parlé tout à l'heure, qui revient toute seule. Le Bibelot de pierre nuage dit qu'à chaque fois qu'une carte arrive en jeu, on renvoie un autre permanent dans notre main. Donc on va pouvoir s'amuser encore une fois à boucler avec 2 créatures, même si c'est pas la statue, juste 2 créatures qui vont boucler ensemble et faire tourner la machine elle-même. Et ensuite des spells qui permettent de protéger, donc on peut en rajouter plus. On a que l'intervention héroïque de la liste. Maintenant on peut s'amuser à rajouter manœuvre irréprochable, protection de Teferi, la nouvelle carte de Bloomburrow avec Maha, et plein d'autres cartes qui permettent de protéger son champ de bataille en éphémère. Donc on va chercher encore une fois à se préserver des assauts des autres, à disparaître de la partie avec une protection de Teferi pour se donner un tour de plus et essayer de faire des bêtises. Donc voilà, c'était ma version, ce que moi j'imagine quand je vois la carte, quand j'analyse un peu les capacités, et de façon un peu rapide, mais voilà. Donc vous retrouvez la liste dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous avez, le but ce serait d'avoir des vidéos comme ça un petit peu à chaque saison. Donc, par exemple pour Morne de Prune, si vous avez déjà un commandeur qui vous fait de l'œil, n'hésitez pas à nous en parler. On pourrait faire une vidéo dessus pour la prochaine saison. Et surtout, je vous propose de gagner une petite Elga. Pour ça, c'est très simple. On va faire un petit peu comme tout le monde. C'est vous abonner, vous liker, vous partager, et on essaie de gagner une carte géante de Bloomburrow. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine.